Tout comme Doom en son temps, Half-Life a révolutionné le FPS. Là où les Doom-like vous voient massacrer en musique avec moult armes des tonnes d'ennemis dans des niveaux divers, Half-Life vous lance dans un métro souterrain d'un complexe sécurisé, sans armure, sans armes, en vous expliquant que vous êtes un scientifique. Lorsqu'une expérience désastreuse détruit le continuum espace-temps de votre monde, et que des extraterrestres se téléportent et apportent destruction et terreur, votre première arme est un simple pied de biche. Vous allez alors passer de complexe sécurisé en complexe sécurisé, par un métro souterrain désaffecté, par des cuves d'acide, par un désert gardé par des militaires, par un laboratoire secret, jusqu'au monde extraterrestre. Cette épopée ne s'arrête jamais de vous secouer avec ses nouveaux défis, ennemis et armes, ses puzzles, ses moments de tension et ses moments scriptés. Avec Half-Life, on apprend ainsi que le FPS peut délivrer aussi bien de la violence qu'une vraie histoire prenante. Voyons cela. En 1996, Valve est un tout nouveau studio créé en plein âge d'or du FPS, entre Doom et Quake d'ID Software, peuplé de créatures horrifiques avec des armes pour les déloger, sans compter la cohorte d'imitateurs. Valve décide pour son premier jeu de reprendre le moteur ID Tech 2 utilisé dans Quake pour l'utiliser à leur sauce, devenant ainsi le moteur Gold Source, prélude au moteur Source bien plus connu, lancé en 2004. La légende du développement d'Half-Life raconte comment en fin de parcours le jeu était jugé peu amusant, imposant de revoir la façon d'appréhender le game design et la narration pour les imbriquer avec le gameplay. Face au manque de temps, les cinématiques n'ont pas pu être implémentées, et on garde ainsi une histoire vue uniquement par les yeux du protagoniste que l'on incarne, Gordon Freeman, et cela a pourtant fait toute la différence. En effet, on ne fait pas mieux en termes d'immersion. Les personnages nous parlent directement pour nous expliquer où nous sommes et ce qu'il faut faire pour nous sauver, des petites scénettes mi-loufoques, mi-horrifiques se déroulent autour de vous, pendant que vous voyez diverses créatures massacrer gaiement des scientifiques gardes ou militaires. De même, cette refonte du game design permet à l'environnement de nous parler. L'exemple le plus fameux, c'est quand on ramasse le pied de biche devant une vitre, qu'on tape instinctivement, qu'on casse la vitre et qu'on passe, nous apprenant ainsi que nous pouvons détruire des morceaux de l'environnement. C'est la même chose pour l'essentiel des puzzles. Half-Life n'est pas un jeu pour les gens calmes. Le joueur est toujours soumis à de la tension grâce au renouvellement constant des environnements et des adversaires, nous immergeant dans une fuite éperdue au milieu d'un désastre sans précédent. La progression est largement maîtrisée, on récupère ainsi d'abord un pistolet face à des petits crabes qui zombifient les êtres humains, des chiens extraterrestres et des créatures baignant dans l'acide. Quelques heures après, les militaires qu'on attendait pour nous sauver veulent désormais tuer tout le monde pour effacer les traces, et on récupère de nouvelles armes pour en venir à bout. Ensuite, on découvre un énorme parasite, un robot méca qui trucide les militaires, on actionne des wagons dans un souterrain, on traverse un désert poursuivi par un hélicoptère, on découvre un complexe rempli d'armes secrètes, preuve que tout le monde savait déjà avant la catastrophe, pour finir par aller dans l'autre dimension, sur la planète Xen. Chacun de ces moments de l'aventure est unique. On y retrouve son lot d'adversaires, du crabe à l'espionne d'élite qui saute partout, en passant par des militaires surarmés et des extraterrestres balançant de la foudre. Face à eux, on aura un sacré arsenal, entre pistolets, mitraillettes, fusils à pompe, explosifs divers, lance-roquettes, armes expérimentales laser, arbalètes, avec des munitions pas toujours en nombre, nous imposant de faire des choix, tout en essayant tant bien que mal de conserver notre santé et notre armure au plus haut. Les sensations de tir sont présentes, malgré des ennemis sac à PV en fin d'aventure. Par ailleurs, même s'il s'agit d'un FPS, on se retrouve face à une tripotée de puzzles environnementaux nous imposant de nous balader dans des usines, dans des souterrains, de passer par des téléporteurs, renforçant le sens de l'exploration et de la fuite dans un environnement hostile qu'on ne maîtrise pas entièrement. Si les déplacements sont malgré tout un peu rapides pour ces moments d'exploration, avec la sensation de diriger une savonnette, on le ressent tout particulièrement lorsqu'il faut être précis dans ses sauts, rendant les passages de plateforme plutôt désagréables. Cela sera d'ailleurs particulièrement visible dans Xen, où on peut utiliser un gadget permettant de sauter plus loin sur des plateformes de tous les côtés. En parlant de Xen, c'est sûrement le passage qui a le plus divisé la critique. Le rythme intense entre exploration et combat du reste de l'aventure est en effet un peu modifié. On a plus d'exploration, plus de sauts, moins d'ennemis, moins de munitions, mais on a aussi davantage d'ennemis difficiles avec des combats de boss qui durent un bout de temps. Malgré tout, que ce soit dans Xen ou dans le reste de l'aventure, il y a une constante, à savoir la maîtrise de l'ambiance. Les changements d'environnement successifs, les changements d'ennemis, le fait qu'ils se tabassent entre eux de temps en temps, s'accompagnent d'une ambiance sonore maîtrisée, que ce soit dans le bruit de nos pas,
de l'environnement ou le cri des hommes et des monstres, nous plongeant dans l'horreur interdimensionnelle. D'autant plus que la musique est plutôt absente. Quand elle s'active par contre, la musique est rythmée et s'adapte parfaitement aux scènes d'action. Half-Life est un FPS qui ne nous laisse aucun répit. Toujours de nouveaux environnements, de nouvelles armes, de nouveaux puzzles et de nouveaux ennemis, et ce pendant la dizaine d'heures qui nous sert à faire le tour de l'aventure de la fuite éperdue d'un scientifique dépassé par les événements, tâchant de sortir vivant de cette situation horrifique. Le passage sur Xen reste moins réussi. La faute à un rythme moins maîtrisé, reposant trop sur l'exploration et les combats de boss. Je note donc ce jeu Xen cette purge sur FPS marquant. Je ne peux pas parler d'Half-Life sans vous parler de son succès critique et commercial, avec 9 millions de copies écoulées en 2008, mais aussi et surtout des mods, dont 2 particulièrement sont devenus des références incontournables du shooter multijoueur depuis une vingtaine d'années. D'un côté, on trouve Team Fortress Classic en 1999, recréation d'un mode de Quake, et dont la dernière itération, Team Fortress 2 en 2007, est encore aujourd'hui un des jeux les plus joués sur Steam. Team Fortress 2 a notamment popularisé la différence entre les classes de combattants, visuellement et mécaniquement, mais aussi et surtout par leur personnalité, avec des signets vidéo et des voix différentes, inaugurant les prémices du hero shooter, popularisé par Overwatch en 2016. De l'autre, on retrouve un encore plus grand succès, avec Counter-Strike en 2000, opposant terroristes et contre-terroristes, vendu en 2003 à 1,5 million d'exemplaires. Le dernier Counter-Strike Global Offensive en 2012 est le jeu le plus joué de Steam, avec un récent pic en mars 2023 à plus d'1 million de joueurs en simultané. Counter-Strike a popularisé le principe de round multijoueur où l'on ne respawn pas de suite si on a été tué, des objectifs asymétriques en fonction des équipes, changeant du deathmatch habituel, des achats entre les rounds, le tout pour un gameplay beaucoup plus précis et nerveux qui fait encore fureur sur la scène e-sport. En tout état de cause, Half-Life est un jeu qui a marqué son temps. Il a révolutionné la façon de faire du narratif dans un FPS, ce qui est désormais repris par l'ensemble des FPS parus depuis, en ne parlant par exemple que de la cinématographie d'un Call of Duty en 2003. Il a par ailleurs remis l'horreur au centre, pavant la voie pour des succès comme Doom 3 ou encore Fear First Combat Encounter en 2005. Enfin, il a permis l'émergence de shooters multijoueurs qui sont encore aujourd'hui les titres les plus joués au monde. Le succès d'Half-Life a en tous les cas entraîné les add-ons Opposing Force en 1999 et Blue Shift en 2001, nous changeant de perspective, la suite Half-Life 2 en 2004, encore mieux accueillie, avec 12 millions de copies écoulées en 2011, et ses 2 expansions, épisode 1 et épisode 2. Valve ne s'est pas arrêté à ce succès vidéoludique, en proposant dans les années qui ont suivi, le puzzle game en vue FPS Portal entre 2007 et 2011, le shooter coopératif Left 4 Dead entre 2008 et 2009, et le MOBA Dota 2 en 2013. Mais le vrai succès de Valve dans les années 2000, c'est Steam, un des plus puissants acteurs de la distribution de jeux vidéo en ligne sur PC. C'est à ce titre que Valve s'est éloigné du développement de jeux vidéo, et notamment de sa série fétiche, dont beaucoup attendent pourtant le 3e opus. En 2020, un mode officialisé par Valve pour devenir un titre payant, Black Mesa, a permis d'adapter Half-Life dans le moteur source postérieur, tandis que le spin-off en réalité virtuelle, Half-Life Alyx, s'est vendu en quelques mois à 2 millions de copies. La preuve que la série est encore dans tous les esprits, même plus de 20 ans après.